c'est là où, pour moi, c'est un faux débat. Ok. Parce que si l'ego, enfin, si on est dans cette logique de c'est de l'ego, je réagis, c'est mal et il faut que je travailler sur son ego. C'est hallucinant. On est constamment en train de lutter contre soi. C'est vrai. Mais c'est une guerre C'est permanente. vrai. Et les messages que diffuse le développement personnel sont des messages de guerre avec soi. Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici donc une nouvelle rencontre. Alors, il y a ceux qui ont pris conscience qu'il fallait à un moment donné faire ce petit travail d'introspection et puis aider les autres à cheminer vers ce chemin vers soi. Et puis, il y a ceux qui attendent la réponse de ces professionnels et j'en reçois deux sur le plateau et je suis très content qu'ils soient là. Alors, je vais juste prendre mes notes pour pas écorcher les noms parce que je veux vraiment être sûr de dire les choses correctement. Elisabeth Magro-Falcon. Parfait. Bonjour Elisabeth, merci infiniment d'être là. Et Jean-François Thirier. Oui. Voilà, je ferai pas de mauvais jeu de mots comme je l'ai fait juste avant avec une célèbre marque que vous aurez reconnue. Bien, merci d'être là tous les deux. Merci. Je suis très très content et merci de venir depuis la French Riviera, hein, comme on dit, et d'oser aussi vous dévoiler. C'est un exercice qui est pas simple, de se retrouver devant les caméras et de se raconter comme ça. Elisabeth, vous avez hésité avant ? Je dirais que suivant Jean-François, aveuglément, non, pas vraiment. J'avais confiance en son jugement. Et puis ensuite, en ayant vu vos émissions, non, c'était là. Et puis, nous arrivons à un stade de nos vies où il me semble important, en tout cas, de partager certaines réalités, certains vécus, en tout cas. Voilà. Réalité, vécu ou conviction, chemin, qu'est-ce qu'on dirait, Jean-François ? Je pense que c'est les deux. C'est le chemin de vie a créé ces expériences. Ces expériences ont créé des prises de conscience qui sont devenues à la fois le modèle MeTooWe qu'on a développé, mais aussi le chemin de vie qu'on a choisi. Donc tout ça est vertueux, en fait. Tous ces obstacles de vie aussi. Ouais. On va y revenir, bien entendu, et c'est important. Alors, Elisabeth, vous êtes Master Trainer en PNL. C'est ça le titre officiel ? Alors oui, dans certains cas, il y a du coach, du consulting, du superviseur. C'est pas un titre que vous avez, c'est une en-tête de lettres. Il y a tout. Hein. Trainer en PNL, coach et consultante générative, superviseur de coach, facilitatrice et formatrice, maître formateur PNL. Enfin, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait juste avant l'émission, c'est-à-dire que à un certain âge et quand on est passionné par ce qu'on fait, le chemin continue et puis voilà. Alors on va dire peut-être accompagnante de l'humain et puis ce sera ok, ce sera suffisant. Et vous aussi du coup, Jean-François ? Oui, j'ai aussi, on a en commun pas mal de compétences. Mais je vais parler d'Elisabeth parce qu'elle osera jamais le dire, parce qu'elle fait partie de ces rares personnes qui ont un niveau de maîtrise de la PNL. Qui est en contact direct avec un des développeurs de la PNL que vous avez reçu ici, qui s'appelle Robert Dills, il n'y a pas si longtemps que ça. Exactement. Et, avec Catherine Roumanoff, d'ailleurs. Voilà. Et donc, elle a l'humilité de ne pas le dire, mais je pense que c'est important quand même de le reconnaître. Elle fait partie de ces gens qui ont fait tout le parcours et qui aujourd'hui continuent de développer ce qui a été commencé dans les années 70. Donc, je pense que c'est important de le dire. Voilà, c'était un point essentiel à préciser. Et vous, Jean-François, alors ? Alors, moi, je suis coach. Donc, j'accompagne à la fois les individus, j'accompagne aussi les collectifs. Et depuis quelques années, je suis superviseur de coach et je dois bien reconnaître qu'aujourd'hui, c'est un domaine qui me passionne parce qu'on n'accompagne pas en supervision l'accomplissement d'objectifs, on accompagne l'être de la personne qui va être coach. Donc, on accompagne l'être du coach. Et je trouve ça encore plus passionnant. C'est ça la définition du fameux MeTooWe ? Alors, MeTooWe, c'est l'aboutissement d'un chemin qu'on a vécu ensemble, sur lequel on s'est rejoint. Et c'est l'idée que MeTooWe offre un sens à la vie. C'est-à-dire que on a besoin de sens. Et ce qui a fait sens pour nous, à travers nos expériences, nos obstacles de vie, c'est de réaliser que MeTooWe, l'intelligence du lien, c'est le cœur de ce qui nous habite. C'est qu'on s'est rendu compte que on est appelé à 4 chemins dans la vie. Et MeTooWe, le premier chemin, c'est se relier à soi. Et se relier à soi, dans ses multiples facettes, c'est un premier chemin. Et Elisabeth, qui est aussi experte sur le chemin du héros et de l'héroïne, se relier à soi, c'est un chemin du héros. Mais
une fois qu'on s'est relié à soi, ou pendant qu'on se relie à soi, on est aussi appelé à se relier à l'autre. Tout est autre. J'ai une relation autre avec d'autres personnes, mais j'ai aussi une relation avec Spider-Man et Hulk. J'ai une relation avec Dark Vador, j'ai une relation avec un arbre. Tout est relation dans la vie. Et savoir être en relation, ça fait partie de sortir de soi. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que, Jean-François, vous avez parlé de 4 chemins. Le premier que vous avez évoqué, c'est celui-ci. Et les 3 autres? Alors, quand je me relie à moi, une fois ou pendant que je me relie à moi, je vais être appelé à sortir de moi pour me relier à l'autre. Et ce mouvement de sortir de soi pour se relier à l'autre, c'est un deuxième chemin, une deuxième voie du héros ou de l'héroïne. Et nous n'avons pas tous la même facilité à nous connecter à l'autre. Certains sont plus introvertis, d'autres sont plus extravertis, selon les contextes. Parce que personnellement, je suis plutôt introverti, mais dans certains contextes, je suis complètement extraverti. Et certains ont une relation à l'autre qui est plus ou moins stable. C'est-à-dire certains sont constants dans leur façon d'être en relation, d'autres sont plus chaotiques, d'autres sont plus en mouvement avec l'autre où c'est plus inconfortable. Donc, être conscient de comment je me relie à l'autre. Mais il y a un autre mouvement qui est très important aussi, c'est l'aller-retour. C'est comment je me délie de l'autre. C'est-à-dire, savoir être en relation, si je ne sais faire que ce mouvement-là, je risque de me perdre dans l'autre. Ça, c'est le 3e? C'est le 2e, et se délier, ça devient le 3e, effectivement. Okay. Se délier. Donc, ce mouvement de aller vers, revenir vers. Et comment ce mouvement est fluide, comment ce mouvement est souple. Parce que chez certains d'entre nous, on a une tendance à être plus vers et avoir, par exemple, du mal à revenir à soi. C'est vrai. Ou à l'inverse, être centré sur soi et avoir du mal à aller vers l'autre. Et donc, Me2We, c'est redonner de la souplesse à cette intelligence du lien. Comment je me relie à moi, comment je me relie à l'autre, mais aussi comment je m'en délie. Et en même temps, comment j'étends ce lien à ce qui est plus grand que moi. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme et vous donner une information importante. Vous savez que sur ABC Talk, on a à cœur chaque jour de vous proposer une émission, un programme chaque jour, quelle que soit la période de l'année. Mais ABC Talk, ça n'est pas que des émissions, ce sont aussi des événements en présentiel, en immersion, des événements avec des personnalités influentes qui peuvent vous aider dans votre vie au quotidien. Je pense notamment à Isabelle Serre, je pense à Frédéric Barbet, je pense à Céline Franou, je pense à Arnaud Rio, à Bruno Charvet. Ils sont tous avec ABC Talk. On avait à cœur évidemment de s'efforcer de vous offrir des expériences transformatrices pour vous aider au mieux dans votre vie de tous les jours et améliorer, si possible, votre bien-être au quotidien. Je vous invite vraiment à aller sur notre site abctalk.fr. Dès que vous arrivez sur la première page, vous avez l'intégralité de notre actualité avec tous ceux et celles que vous allez pouvoir retrouver lors de ces week-ends. C'est important. abctalk.fr. Ça, ce sont des notions sur le papier, de manière théorique que l'on peut comprendre et que l'on peut entendre. De manière pratique, c'est là où vous intervenez et où c'est très important parce qu'il y a une notion très abstraite dans ce que vous évoquez. Sur le côté pratico-pratique, de quelle manière, Elisabeth, on peut mettre en place des choses faciles pour concrétiser ces 4 axes de chemin vers soi, du chemin vers soi? Je ne sais pas si cela peut être facile, justement. Alors, le prérequis, c'est d'être déjà relié à soi-même. Donc ça, cela va impliquer tout un travail de prise de conscience, d'introspection de qui je suis, quel est le sens que je veux donner à ma vie, etc., etc. Et beaucoup d'entre nous le vivent en traversant des périodes de confusion, de transition, parfois des maladies, parfois des pertes d'emploi, parfois un choc qui va remettre beaucoup de choses en question. Jean-François parlait effectivement du voyage du héros et de l'héroïne. On entend beaucoup parler du voyage du héros, beaucoup moins de l'héroïne. Pour autant, Me2We rassemble les deux. Les deux existent. Et l'héroïne, c'est beaucoup plus cette phase d'introspection. Qui je suis, qu'est-ce qui vient à travers moi et quel est le sens que je vais donner à ma vie. Déjà ça, c'est un travail énorme. Voilà. Et du coup, peut-être que ça peut se faire pour certaines personnes en une fraction de seconde, et je le souhaite. Ça n'a pas été notre cas, c'est pas vraiment le cas de beaucoup de personnes que nous accompagnons. Et il s'agit là d'avoir le courage de rester là parfois avec cette question, ces recherches pendant des semaines, des mois, pendant des années parfois. Bon, ça c'est une première chose.
Ensuite, se lier à l'autre ou savoir se délier de l'autre, il y a la question de l'intelligence, de la qualité de la relation. Mais en amont, il y a est-ce que je le fais à partir de mon ego ou est-ce que je le fais à partir de ce que nous appelons mon âme? Et l'âme, alors oui, bien sûr qu'il va y avoir jusqu'à une connotation spirituelle. Il y a en tout cas cette idée de à quel haut-long, à quelle taille du haut-long je me raccroche. Quel est le groupe, le contenant que je crée pour inclure un maximum de parties prenantes. Et là, parfois, et nous l'avons aussi traversé nous-mêmes hein, sur notre chemin, il peut y avoir des réactions où je me contracte, où je suis pas d'accord avec ce que tu dis, je suis pas d'accord avec ce qui se passe, et je vais me rétracter. Donc, je ne vais pas me mettre en relation, où je me délie, je me retire de façon un petit peu trop abrupte. En tout cas, il y a un indicateur en soi qui nous dit, OK, là, tu es en souffrance, tu fais quelque chose que tu ne sens pas juste. En étant à l'écoute de soi, c'est assez facile à déceler. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Donc là, il s'agit de prendre un temps de recul. Ça peut être quelques minutes, hein, quelques heures parfois, ou de dormir dessus, hein, ce qui est parfois plus compliqué. Et puis d'y revenir à partir du cœur. Et nous nous sommes rendus compte, en mettant à jour le modèle, en vivant nos expériences, que bien souvent, lorsque nous traversions un crash, ou lorsque des personnes traversent un crash, c'est parce qu'il y a en elles quelque chose qui n'est pas aligné. Mais quand elles reviennent, en osant poser le mot juste à partir du cœur, j'ai dit ça ou j'ai fait ça ou il s'est passé ça pour moi parce qu'au-delà de l'ego, finalement, j'ose te dire, je suis désolée, j'ai réagi avec trop de spontanéité, ou je n'ai pas posé le mot juste, c'était un mot où mon ego était blessé, par exemple. Eh bien, à partir du moment où on ose poser ce mot, ces mots et toucher cet alignement juste, eh bien, tout redevient fluide. On est en capacité de parler même de choses qui font plus mal ou même de choses qu'il s'agit de réparer, d'un lien à reconstruire. Et c'est ça, prendre soin du lien aussi. C'est être en capacité de poser le mot juste et avec la pratique, on en vient de plus en plus à connaître l'autre, à percevoir où est-ce qu'on pourrait lui faire plus ou moins mal et justement à poser le mot juste sans blesser la personne, les personnes, le groupe, les collectifs auxquels nous nous adressons. Mais quand vous parlez du groupe, du collectif, ça peut être la famille aussi, bien entendu, les relations, l'amitié, l'amour, bien entendu. Bien sûr. Bon. Mais vous avez dit, avant l'énumération que je viens d'évoquer, vous avez parlé d'un instant de vie qui fait qu'à un moment donné, on doit se poser des questions de savoir si véritablement on est aligné avec ce que l'on ressent. Professionnellement, vous vous êtes posé ces questions-là. Oui. Ah oui. Moi, dans une première vie, j'étais contrôleur de gestion dans de grands groupes. Chaque mois, des CODIR, chaque mois, des résultats, chaque mois, des performances. Et ça m'a passionnée pendant un certain temps, être la meilleure parmi les meilleurs. Et puis, voilà. Et puis, à un moment donné, par hasard, j'avais rencontré une dame avec laquelle, du même groupe dans lequel je travaillais. J'avais noué une belle histoire d'amitié. Et puis, un jour où je vais réaliser un audit dans sa structure, eh bien, elle me voit arriver comme un auditeur, une auditrice. Et le rapport n'était plus du tout le même. Et personnellement, je n'ai pas supporté. Je me suis dit non, mais je ne veux pas faire ça de ma vie, quoi. C'est pas ça qui m'importe, c'est pas ça. Ou peut-être qu'on peut faire la même chose en prenant soin de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quelle était la nature de votre ressenti pour justement vous dire ça n'est plus possible? J'étais seule, j'étais isolée, j'étais rejetée, j'étais vue avec une casquette professionnelle au lieu d'être vue dans mon entièreté. Donc c'est l'image qu'on vous reportait de vous, qu'on vous rapportait de vous. Bien sûr, alors que moi à l'intérieur, oui, j'avais besoin d'amour, même dans un milieu professionnel. J'avais besoin de dire, on va trouver une solution s'il y a des solutions à trouver. Rien ne change dans le respect, dans l'amitié que j'ai pour toi. Et c'était une casquette qu'on posait sur moi qui ne me convenait pas. Et comme par hasard, c'était aussi l'époque où l'Ordre des experts comptables essayait d'intégrer dans les bilans, je ne sais pas si ça a abouti depuis, des indicateurs d'audit social, de valorisation sociale. Parce que par la suite, tout ce qui était le champ des risques psychosociaux, du bien-être au travail, tout ça,
Donc, nous sommes des êtres humains, nous sommes des unités, et on ne peut pas avoir simplement des chiffres avec quelque chose de très cartésien d'un côté, sans prendre soin de l'être de l'autre côté. Et au contraire, des entreprises, des dirigeants qui ont créé aussi des entreprises, très performantes, ont réussi justement parce qu'ils ont pris soin de cette qualité de la relation. Et là où on va être très attentif, c'est une fois qu'on a cette prise de conscience comme celle que vous venez d'évoquer, ça n'est plus possible. Oui. C'est que fait-on quand on rentre à la maison mais on va le voir dans une seconde. Parce que je voudrais bien aussi connaître ce qu'on appelle, nous, dans le jargon de la préparation de l'émission, le fameux déclencheur. C'est-à-dire ce temps qui fait qu'à un moment donné, on se dit non, ça n'est plus possible. On peut le comprendre de manière, j'allais dire, psychologique de votre côté, avec ce ras-le-bol professionnel. Mais vous, la vie en a décidé autrement aussi. Oui, la vie nous parle à condition qu'on veuille bien l'entendre. C'est sûr. Et en même temps, quand à 29 ans, un dermato me dit il va falloir opérer, c'est un cancer de la peau, tout se réinterroge sur le qui je suis, de qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qui est important. Et en même temps, c'est comme si ce qui se préparait derrière avait enfin la permission d'éclore. Parce que moi, j'étais infirmier, j'étais faisant fonction de cadre infirmier, je m'occupais des gens. Et en même temps, j'avais une passion pour le champ du développement personnel, le champ de la quête de soi. J'avais commencé mes études de psycho sans jamais les terminer parce que j'avais rencontré un prof d'arts martiaux qui allait réorienter ma vie et qui avait depuis longtemps nourri cette aspiration spirituelle. Et ça, c'était en fond. Mais Jean-François était infirmier, quoi. Donc, mère infirmière, sœur infirmière, on garde le cap et on reste infirmier. Quand ça, tout d'un coup, s'effondre, parce que quand je suis redevenu infirmier après mes opérations, je ne pouvais plus soigner. C'était fini. Parce que je ressentais tout ce que les patients ressentaient sans filtre. J'étais devenu patient. Ah oui. Et donc, je ne pouvais plus être avec eux parce que je pleurais avec eux, je souffrais avec eux, j'avais plus de filtre. Et donc, à ce moment-là, tout ce que j'avais préparé depuis des années a commencé à venir à la surface pour dire mais au fond, c'est ça que tu veux faire, quoi. C'est juste une question de comment tu vas le faire. Mais tu sais ce que tu veux faire, puisque tu le prépares depuis des années, sauf que tu n'oses pas simplement franchir le pas. C'est le comment. Ouais. C'est toujours le comment. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est là où vous intervenez quand il y a ce genre de questions existentielles. Est-ce qu'on doit attendre ce questionnement du comment avant de se faire accompagner et de se faire, entre guillemets, coacher par vous, par exemple? Est-ce qu'on a le sentiment qu'il faut toujours attendre le clash, le mur, pour véritablement prendre conscience des choses et se dire non, ça n'est plus possible, je vais changer de vie, je prends un virage à 180 degrés. Est-ce qu'il faut attendre? Je ne sais pas, je dirais que personnellement, ce sont les personnes que j'accompagne. Peut-être y a-t-il des personnes qui sont, dès la naissance, connectées au sens qu'elles veulent donner à leur vie, à leur mission de vie, je l'espère en tout cas. Mais tous les gens que vous accompagnez sont des gens qui ont... Il y a au moins un ras-le-bol, il y a au moins une perte de sens, il y a au moins une phase de transition. Il s'est au moins passé quelque chose qui fait que elles viennent là, elles sont là. Et c'est vraiment cette phase, on parlait tout à l'heure du voyage de l'héroïne et Mitoui l'intègre. C'est, vous savez, la société nous calque des modèles, en fait. On est censé suivre des modèles, des standards. Et si on les suit, même de bonne foi, en pensant que ça nous convient, eh bien, il s'avère que tôt ou tard, à 30, 40, 50 ans, il y a quelque chose qui ne va plus, on est en perte d'énergie. Et c'est là où le questionnement qui est plus profond, comme l'évoquait Jean-François, émerge à la surface et il y a quelque chose, la personne est de plus en plus en déperdition d'énergie. Alors, comment est-ce que vous passez des audits à Mitoui? Ah, mais c'est... En fait, je crois que déjà à l'époque, j'étais assistante sociale quelque part. Les gens adoraient adoraient. En tout cas, venaient me raconter leurs difficultés, leurs problèmes, leurs états d'âme. Comme Jean-François, j'étais moi aussi passionnée de psychologie, de psychothérapie depuis le début, d'être, de spiritualité,
J'étais toujours à l'affût de ce qui se passait dans un champ, dans ma famille, à l'extérieur. Je percevais, mais ça, je ne savais pas poser des mots dessus, hein. C'est avec le temps que j'en ai pris conscience. Et puis voilà, donc c'est un chemin de vie. Et puis, il faut oser. Il faut oser se montrer. Il faut oser décider, OK, bah, je vais là, puisque je me suis peut-être trompée. Et donc, cette fameuse cassure, fêlure qu'il y a, cette prise de conscience, en tout cas, de ce miroir que l'on vous projette comme ça, qui n'est pas vous, c'est ça. En fait. Qu'est-ce que vous faites après? Eh bien, quelque part, j'ai la chance à ce moment-là d'avoir un congé maternité. Non, je profite de mon congé maternité pour commencer à... Je sens que l'enseignement, la transmission, comment dire, prendre soin de l'autre m'appelle. Eh bien, je commence à me former à ce moment-là. Donc, les choses s'accélèrent. Au lieu de rester en congé maternité, bah, très vite, j'enclenche une formation. Très vite, je crée ma structure. Et très vite, je plonge dans ce champ qui me happe totalement. Et au travers de la PNL, du coup? Au travers de la PNL, au travers du coaching, au travers de la formation, au travers de livres. Voilà. Jean-François? Pour moi, le comment, il arrive quand on a un pourquoi suffisant. C'est-à-dire que à ce moment-là, quand je tombe malade, ma vie n'a plus aucun sens. Parce que j'ai 29 ans et que c'est pas à 29 ans qu'on a un cancer de la peau, c'est à 70, 80 ou même pas dans la vie, quoi. Et donc, tout d'un coup, la vie n'a plus de sens et le pourquoi qui m'anime va amener le comment. Mais c'est vraiment la question du pourquoi, de qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qui m'appelle depuis si longtemps et à quel appel je refuse de répondre depuis si longtemps. Et quand ça, je l'ai trouvé, le comment, il va trouver son chemin, il va trouver son expression. Je vais rencontrer les bonnes personnes, je vais avoir des gens qui vont être en résonance avec ça. Et donc, je crois que la vraie question, elle est au niveau du pourquoi d'abord. Le moteur, il est dans le pourquoi. Le comment, c'est celui qui tient le volant. Sauf que le pourquoi, parfois, dure une vie. Oui, oui. Et c'est là où le pourquoi, il dure une vie. Parce que le comment, on ne trouve pas le comment. Si, à partir du moment où vous avez l'élément comment, vous pouvez régler l'élément pourquoi. Et si c'était l'inverse? OK. Et si c'était une fausse question? Parce que aujourd'hui, la vie n'est pas simple. On peut même dire qu'elle est un peu compliquée. Et si je cherche à savoir exactement tous les pas qu'il faut pour arriver là où j'ai envie, avant de démarrer, ça correspond à une vision du monde qui était une vision linéaire de la vie, où finalement, un chemin il se construit par A, B, C, D, E, F. Et si au contraire, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on est dans un monde où on peut passer de A à L, par C, par V, par W, par Y, parce qu'en fait, c'est le chemin qui se construit. C'est pas la linéarité. Et je sais plus qui est-ce qui disait, quand tu as un projet, si t'as pas tout l'escalier devant toi, c'est pas grave. Si au moins tu as la première marche, tu as le début. Parce que quand tu seras sur la première marche, tu pourras avoir la deuxième. Bien sûr. Tu pourras avoir la troisième. Et moi, je mets au défi les gens qui disent, non, mais je sais pas comment, donc je le fais pas. De dire, mais en fait, c'est une fausse excuse. Parce que, comment? Si je te dis, décroche ton téléphone, appelle une personne, tu sais comment. Bien sûr, tu sais pas jusqu'où ça va t'emmener, mais tu sais pas non plus jusqu'où cette personne va t'emmener. Et la vraie question, c'est est-ce que tu en as envie? Et on le disait tout à l'heure, est-ce que tu as l'énergie? Parce que ça demande de l'énergie, mine de rien, de changer de vie. Bien sûr. Est-ce que tu as l'opiniâtreté, c'est-à-dire la capacité à durer dans l'effort? Parce qu'on sait que ça va être ça. Et je trouve que parfois, dans ce champ du développement personnel, il y a une forme d'idéalisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais ce que je veux et que je saurai mon pourquoi et que je sais comment le faire, ça va être facile. Une fois que je suis aligné, ça va être facile. Non, une fois que tu vas être aligné, le chemin commence. Et le chemin, c'est la voie du héros, avec les obstacles, avec les gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Et la vraie question, elle se renvoie à toi. Est-ce que c'est suffisamment important pour toi et pour plus grand que toi ce que tu es en train d'accomplir? Est-ce que tu vas être celui qui va traverser ou celui qui va s'arrêter? C'est ça la question que la vie nous pose. Et j'adore ce que vient de dire Jean-François, parce que c'est exactement là qu'arrive le voyage de l'héroïne, qui existe, qui a été modélisé
par une dame qui s'appelle Maureen Murdoch et qui est extraordinaire. Et bien souvent, on calque le voyage du héros aussi sur le voyage de l'héroïne. Ce n'est pas le cas. Le voyage de l'héroïne, une fois que la personne... Alors, le voyage du héros, c'est l'appel. Hein. Qu'est-ce que je suis censé faire? Et c'est le pourquoi, on va dire. Et une fois que j'ose me mettre en mouvement, c'est là que les aides apparaissent. Le corollaire, aujourd'hui, c'est vraiment de vivre aussi ce voyage de l'héroïne en même temps. Et héros-héroïne, ça n'a rien de masculin, d'homme ou de femme, pardon. C'est par masculine, par féminine que nous intégrons tous en nous-mêmes. Et à partir du moment où j'ai fait ce voyage en moi-même, de me to we, hein, le me de me to we, à partir du moment où je me connais, là, j'y vais. Et c'est ce que nous avons aussi expérimenté. C'est-à-dire que même si c'était difficile, nous ne pouvions pas ne pas y aller, pardon. Vous avez dit une phrase importante. À partir du moment où je me connais, je peux y aller. Ça veut dire qu'à partir du moment où je me connais, je peux y aller. Ça veut dire que si je ne me connais pas, on ne s'engage pas? Non, c'est pas. Alors, en tout cas, je vais clarifier mes propos. C'est l'idée que je vais pas me connaître à 100%, mais c'est quel est le sens que je veux donner à ma vie. Et ça va pas être dans les détails. Par exemple, je veux construire un monde porteur de sens. Pour certains, ça va être à travers l'éducation. Pour d'autres, à travers la santé, le médical. Pour d'autres, à travers l'environnement. L'idée, c'est que je décèle la branche qui m'appelle vers où je veux aller. Et à partir du moment où je me mets en mouvement, là, ça va s'affiner. Et là, comme le disait Jean-François, je n'aurai pas toutes les étapes en détail ou toutes les réponses, mais les choses vont s'enchaîner au fil du temps, à partir du moment où je me mets en mouvement. Et aujourd'hui, à la différence d'il y a quelques dizaines d'années, j'imagine, toutes ces choses sont de plus en plus communiquées. Il y a les réseaux sociaux, il y a des livres, des personnes qui osent en parler. Donc, quelque part, l'exemplarité, le c'est possible est beaucoup plus accessible qu'avant. Ou avant, c'était un héros quelque part qui se mettait en mouvement. Donc voilà, aujourd'hui c'est beaucoup plus accessible. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce que disait Jean-François. Il y a eu une sorte d'idéalisation autour du développement personnel. La route n'est pas linéaire. Nous ne sommes pas uniquement lumière, être parfait. Il y a une part d'ombre qu'il s'agit de regarder, d'accueillir. D'accepter, et elle fait partie du chemin. Ça ne veut pas dire je vais en rester là, je vais m'en contenter. Non, ça s'accompagne, ça se transcende, etc. Mais où est vers la meilleure version de soi. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite. J'ai des zones d'ombre, je le sais, je les accepte et j'avance avec elles. Si je me mets en chemin sans m'attendre à un obstacle, je me prépare à l'échec. Ça signifie quoi? Et c'est là où, voilà, on aime bien porter ce message de le champ de développement personnel, c'est pas un long fleuve tranquille. Nous sommes des êtres d'ombre et de lumière, il y a des obstacles et c'est OK. Et dans le Me to We, il y a cette idée, quand je me crispe dans une de ces capacités, me lier à l'autre, m'en délier, etc., c'est à la fois normal, il s'agit de le regarder, de s'aligner avec ça. OK, là, j'ai pas été tout à fait honnête. Ou... Qu'est-ce que je fais à partir de là? Déjà, je pose un mot juste. Ça peut être « excuse-moi », ça peut être « j'ai utilisé un mot qui correspondait à mon ego, j'aurais dû utiliser tel mot ». Et à partir de là, quand je parle à partir du cœur, le champ se réouvre, l'ombre peut être accueillie et transcendée. Sauf que cette première partie-là, elle est abyssale. Elle est sans fin. Elle est... Et en même temps, Me to We, c'est un outil diagnostique. Quand je ne sais pas où aller, il y a sûrement, dans ces 4 dimensions, une des dimensions qui fait que je n'y arrive pas. Est-ce que c'est me relier à moi, le problème? Est-ce que c'est, par exemple, j'ai envie d'accomplir un projet? Certains vont être, OK, je suis en contact avec mon projet, mais j'ai du mal à me relier aux autres. C'est-à-dire, j'ai du mal à être en réseau, par exemple, à rencontrer des gens intéressants qui vont peut-être m'aider et me construire. Peut-être le plan, il est là. Mais peut-être qu'aussi, à certains moments, je suis dans des réseaux qui sont tellement enfermants que je ne sais pas me délier de ça. Mais peut-être que dans mon projet, c'est que je ne suis pas connecté à plus grand que moi. Donc, à quel endroit ça se passe? Mais vous vous rendez compte, ne serait-ce qu'en 3 questions, là, la masse d'autres multitudes de questions qui arrivent et qui font qu'à un moment donné,
On peut lâcher, quoi. On se dit, bon. On peut lâcher parce qu'on veut rester tout seul. C'est ça. C'est toujours la même réponse. C'est-à-dire que si il y a des livres, si il y a des... Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'aide à prendre conscience, à me faire miroir? Parce que être le miroir de soi-même, c'est facile parce qu'on a toujours les mêmes œillères. C'est sûr. Alors que si je trouve un espace, et il y en a plein pour ça, de quelqu'un qui peut le mieux possible faire miroir et m'aider à prendre conscience, en sortant de mes œillères, alors j'ai une chance de faire non pas une prise de conscience, qui est finalement la répétition de celle que je fais tous les jours, mais aussi m'aider à prendre conscience de ce que je ne vois pas et qui m'aiderait. Si par exemple, en tant que coach, je vois un coaché qui a une capacité à être relié à lui-même, mais que je peux lui faire miroir, mais c'est marrant parce que tu sais exactement ce que tu veux. Combien de gens ne sont pas conscients qu'ils savent ce qu'ils veulent? C'est juste qu'ils ne savent pas se relier aux autres pour le dire, pour le partager et pour faire éclore leur projet. Eh bien, si j'ai pas ce miroir-là, je vais me dire « Ouais, mais en fait, mon problème, c'est que je sais pas ce que je veux. » Un exemple. Est-ce que vous avez un exemple d'une personne que vous avez accompagnée avec on dit un programme, c'est quoi? Le Me2We, c'est un programme d'accompagnement? Un programme, un modèle. C'est un modèle, Oui. un programme d'accompagnement. Est-ce que vous avez un exemple d'un avant-après? Vous savez que sur les réseaux sociaux, moi j'aime bien prendre cette image quand vous avez des maisons en ruine que les gens achètent et puis vous avez le avant-après. Waouh, il y a d'un seul coup, il y a quelque chose de fantastique. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui vous a particulièrement marqué de quelqu'un qui était dans ce questionnement-là, que vous avez accompagné et dont l'aboutissement est plutôt positif? Il y a quelqu'un qui vous a marqué? Alors, moi, j'ai un exemple d'une jeune femme qui est dans un contexte professionnel dans le monde pharmaceutique et qui part en burn-out. Et tout simplement, entre guillemets, parce que elle ne savait pas dire non, elle ne savait pas dire stop. Membre d'une équipe en fonction support, sollicitée par beaucoup de services, beaucoup de managers, beaucoup de collaborateurs, qui prend conscience en fait qu'elle n'arrive pas à dire non, qu'elle n'arrive pas donc à se délier des autres. Mais parce qu'elle prend le mur. C'est-à-dire? Le burn-out est un mur. Ah oui. Elle prend le mur à ce moment-là. Il n'y a pas, comme disait Jean-François, le questionnement avant Exactement, le mur. exactement. Et bien là, alors notre approche n'est pas uniquement cognitive aussi. C'est une approche qui passe par le corps, par le somatique, par de simples petits gestes. Et en passant par le somatique, elle prend instantanément conscience de ce qui se passe pour elle, c'est-à-dire son incapacité à refuser. Elle est trop bienveillante, elle est trop tournée vers l'autre, elle est trop à vouloir rendre service. Eh bien, à partir de là, oui, je dirais que quasi instantanément, sa vie a changé. Donc, accompagnement sur la façon de dire non, la façon de « Ok, écoute, voilà, je peux pas pour demain, pour quand tu en as besoin, à gérer les priorités, etc. etc. » Et comme par hasard, c'était le cas dans sa vie professionnelle et c'était le cas aussi dans sa vie personnelle. Il n'y a pas une frontière étanche de chaque côté. Et je rebondis aussi sur une chose que disait Jean-François, personne n'est obligé de rester seul. Jean-François est passionné par la création de communautés, mastermind, communautés apprenantes, et vraiment ce soutien qu'il sait instaurer dans les groupes qui l'accompagnent et les bienfaits qu'en retirent les participants, personne n'est obligé de rester seul. Parce que bien évidemment, si nous restons seuls, les contextes dans lesquels nous évoluons vont résister. Pendant un certain temps, c'est de la systémie, vont nécessairement essayer de nous tirer en arrière dans ce que nous faisions avant. Tandis que si nous appartenons à une communauté, au moins pendant un certain temps, pour maintenir ces nouvelles habitudes, cette nouvelle façon d'être, en prenant soin de la relation, déjà, les personnes s'y ressourcent au niveau de la relation et ensuite, elles arrivent à amener ça dans leurs différents contextes. Alors, c'est drôle parce que on a un ami ici qui s'appelle Gilles Riganides, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui est niçois d'ailleurs, et qui nous disait « Arrêtez avec ce mot développement personnel. Ah ouais. Arrêtez avec ce mot développement de l'être. Oui. Vous n'avez pas besoin de vous développer personnellement. » Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui. C'est chouette parce qu'on pourrait presque dire que vous venez de décrire le filigrane qu'il y a derrière tout ça. Parce que fondamentalement, c'est l'être qu'on partage ensemble qui prend différentes expressions. Quand je me connecte à moi, je me connecte à mon être. Quand je me connecte à l'autre, c'est notre être en relation auquel je suis en...
C'est pour ça, tout à l'heure, vous posiez la question, mais c'est très théorique, c'est un modèle. Mais si on est vraiment honnête avec soi, tout nous parle, constamment. Quand je suis en relation, je sais ce qui se passe si je suis attentif à mes sensations. Quand je vais vers quelqu'un où j'y vais pas, j'ai des sensations qui me disent ce qui en est. Quand j'ai envie de dire non et que je dis oui, j'ai des sensations. C'est pour ça, on pourrait dire qu'un stage, c'est un moment fort pour apprendre à avoir conscience de soi, mais la vie est constamment en train de nous parler de nous et de ces 4 dimensions. Sauf que beaucoup de gens vont vous dire qu'ils ont du mal, et je m'inclus dans ces gens, à faire la différence, le distinguo entre ce qui appartient au mental et ce qui appartient véritablement au ressenti du corps face à une situation. Oui. Vous disiez, face à une situation, si on s'écoute, le corps nous parle, les sensations sont là. Mais quelle est la différence entre ce ressenti qui est dû au mental, donc à l'ego, et le reste, et la vraie sensation? Oui. Tu veux dire Elisabeth? Pour moi, c'est tout le problème de notre éducation. On coupe nos têtes de nos corps, de nos cœurs, et nous sommes conditionnés de cette façon-là. Ce que nous essayons de faire donc par cette approche MeToo et par d'autres approches que nous avons suivies également, c'est vraiment de reconnecter la tête, le corps, le cœur, et plus nous apprenons à porter notre attention sur notre cœur, sur un endroit de nos corps, sur ces sensations, plus cela nous parle et un cercle vertueux s'enclenche. Et bien souvent, quand on bloque au niveau d'une des 4 relations, c'est le mental qui bloque. Et ça, on le ressent, on le pratique depuis X années maintenant. Et je vous promets qu'au fil du temps, ça lâche de plus en plus au niveau du mental pour, OK, qu'est-ce qui vient à travers moi, à partir de où je parle, de mon cœur, de mon ressenti, de l'autre, de ma tête. Mais ça prend pas autant de temps, c'est quasi instantané. Pour moi, c'est le problème de notre éducation qui, encore aujourd'hui, dans bien des cas, coupe le cognitif et n'utilise que le cognitif, alors que le corps, c'est avant la tête. Moi, ce qui me dérange, là, c'est qu'on est en train de couper le mental du reste du corps. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le mental, l'ego, c'est mal. Et puis, d'un autre côté, il y a le corps, les sensations, les émotions, c'est bien. Mais il faut arrêter, quoi. On est dans un contexte où on est un tout. Le mental en fait partie. L'ego fait partie de nous. Et plus on veut lui résister, plus il prend de la place. C'est vrai. Et cette idée de réconcilier l'humain, ce qui est quand même notre métier, de réconcilier l'humain d'abord avec lui-même, avant de réconcilier l'humain avec les autres, c'est d'abord d'accueillir notre ego, d'accueillir notre mental. Oui, mais il faut quand même le distinguer. Et quand vous parliez tout à l'heure de cet apprentissage qui consiste à dire qu'est-ce que je ressens, comment est-ce que j'analyse mon ressenti, il faut bien qu'on fasse le distinguo de ce qui appartient au mental et ce qui appartient à l'émotion. Pourquoi? Mais pour pouvoir avancer. Parce que si je ne fais pas la distinction, j'avance pas. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez face à ce miroir qu'on a évoqué tout à l'heure, ça provoque chez moi une réaction, une émotion, un ressenti. Qui parle? Qui ressent? C'est moi, bien entendu. Oui. Mais est-ce que c'est mon ego? Et à ce moment-là, je le travaille? Ou est-ce que c'est une part d'émotion et effectivement, peut-être que je dois faire l'effort d'aller vers ce miroir-là qui me projette quelque chose que je n'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où, pour moi, c'est un faux débat. Parce que si l'ego, si on est dans cette logique de c'est de l'ego, je réagis, c'est mal et il faut que je travailler sur son ego. C'est hallucinant. On est constamment en train de lutter contre soi. C'est vrai. Mais c'est une guerre permanente. C'est vrai. Et les messages que diffuse le développement personnel sont des messages de guerre avec soi, pas d'entrer en amitié comme disent les Québécois, quoi, en amour avec soi, pas d'un amour oh je m'aime, oh j'adore, mais c'est d'un amour qui accueille, d'un amour qui s'intéresse. La plus grande qualité qu'on peut avoir vis-à-vis du mental, il déteste ça, c'est la curiosité. Comment je peux être curieux de ce qui m'habite et de ce qui est là en ce moment? Tiens, c'est marrant, je pense ça. Tiens, c'est marrant, je ressens ça. Tiens, c'est marrant, est-ce que c'est mon ego, c'est pas mon ego? Ça fait partie de moi, je suis un tout. La question, c'est, est-ce que j'agis depuis ces informations que mon ego et mon mental m'envoient? C'est ça la vraie question. Oui, c'est ça. Mais c'est qu'une information. Oui. Mes émotions me parlent, mon corps me parle. Est-ce que j'agis depuis mon corps? Est-ce que j'agis depuis mes émotions? Est-ce que j'agis depuis mon mental? Mais je suis tout ça. Et les émotions, c'est pas mieux que le mental.
Et le corps, c'est pas mieux que les émotions. Non, mais on dit la même chose. Mais c'est surtout une fois qu'on l'a analysé, c'est la manière de ce que l'on fait de cette information. Que l'on fait. Voilà, exactement. Et c'est là où, derrière ça, il y a la vision du monde. Ouais. Je suis un être incomplet, non fini, qui est en permanence en apprentissage, et qu'il n'y a pas la bonne réponse. Parfaitement imparfait. On est parfaitement imparfait, et ça a sa place. Oui, c'est ça. Ça a sa place, et j'avance avec ça. Et peut-être que quand je serai sur la première marche, j'aurai un autre ressenti, parce que je serai dans un autre état, et que c'est mon corps qui va me parler à ce moment-là. En revanche, ma responsabilité, c'est d'interroger ces 3 dimensions de moi. Qu'est-ce que me dit mon mental? Qu'est-ce que me dit mon cœur? Qu'est-ce que me dit mon corps? Et si, on fait souvent ça, cet exercice en coaching, si je peux faire discuter ces 3 parties ensemble, parce que l'intelligence du lien, c'est ça, dans la relation à soi, c'est comment mes parties, émotions, mentales et corps, discutent entre elles, et non pas se déchirent parce qu'il y a une partie qui serait mieux que l'autre. Sinon, on fait plus de la même chose, c'est-à-dire que finalement, on reste dans un jugement moral de l'ego c'est mal, le mental c'est mal, et on dissocie les gens d'eux-mêmes. Et là, il n'y a pas de solution. Et par rapport à cette question de concrètement, on fait comment? Si par exemple, j'imagine 3 cercles sur le sol, un cercle qui dit, dans cet espace, je vais parler avec mon corps. Un cercle qui dit, là, je vais parler avec mes émotions. Et puis là, je vais parler avec mon mental, pour écouter ce qu'ils ont envie de me dire. Et puis je crée un 4e cercle qui est en recul de tout ça, qui est le cercle intégrateur. Et maintenant que j'ai écouté ces 3 parties de moi-même, qu'est-ce que je décide en conscience? Qu'est-ce que je porte qui est vraiment important pour moi à partir de toutes ces informations qui me sont données? Là, je peux agir et être responsable de moi, de ce que je décide, à partir d'une écoute globale qui ne divise pas, mais qui réunit. Moi, j'avais toujours été bluffé que l'origine du mot diable, diabolo, c'est celui qui divise. Le diable, d'une certaine manière, pour moi, c'est celui qui divise. L'ange, c'est celui qui réunit. Et pour moi, cette vision spirituelle des choses, c'est on a besoin d'un message aujourd'hui qui réunit non seulement l'homme avec lui-même, mais les gens entre eux. Et si on reste à l'échelle individuelle sur une vision divisée de soi, il y a ce qui est bien, il y a ce qui est mal, plutôt que ce qui est là, tout simplement. Parce que c'est là. On va peut-être avoir une chance, dans s'allier à plus grand que soi, d'arriver aussi et d'offrir ce regard à l'autre. Parce que si je juge mon mental, mes pensées, mon ego, c'est aussi ça que j'offre. Ah, c'est son mental, c'est son ego. Est-ce que je peux offrir autre chose? Parce que moi, à longueur de journée, c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Moi, j'ai envie qu'on m'accueille inconditionnellement et qu'on m'aide à relier les parties de moi-même. Je suis suffisamment divisé déjà pour qu'en plus, quelqu'un d'autre me renforce cette division. Mais si j'arrive à créer un espace ou trouver des espaces où on m'aide à réconcilier, à remettre ensemble, là, ça m'appelle. Et alors, sur ce côté pratico-pratique dans votre accompagnement, comment se déroule un accompagnement concrètement chez vous? Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure, individuels ou groupes, déjà. Les groupes, c'est en immersion, non, vous faites ça en visio, c'est en présentiel? Plutôt en présentiel, parce qu'il y a une question de lien. On préfère, mais ça peut se faire aussi en visio. On a pu le faire en visio. Okay. Comme le disait Jean-François, il y a la partie. Alors, il y a plusieurs types d'animation. Il y a l'écoute du corps, il y a l'écoute du cœur, il y a l'écoute du mental. Il y a de la pratique pour justement accueillir ça, intégrer ça. Il y a des animations somatiques, des exercices somatiques qui vont faire prendre conscience aux personnes, justement, si elles sont en capacité d'être déjà reliées à elles-mêmes, de se relier à l'autre, de dire stop, donc de se délier de l'autre, de s'allier à plus grand. Ce qui est très important aussi, c'est que chaque personne va répondre en fonction d'un contexte, d'un collectif donné. Ça aussi, c'est très intéressant en MeetWe, c'est que la façon dont je me comporte dans un collectif donné, famille, amis, professionnels, etc., ne va pas nécessairement être la même, puisque les personnes qui sont là, les autres personnes, vont changer également. Donc, ça permet aussi au collectif donné de prendre sa propre expression, d'avoir une idée de comment il fonctionne, de où est-ce qu'il pourrait s'améliorer, etc. Et puis à partir de là, il va y avoir des axes de progrès, individuels. Par exemple, je
je prends conscience que je ne fais pas confiance facilement dans tel contexte. Ok, qu'est-ce qui se passe dans ce contexte? Comment est-ce que je peux, moi, faire plus confiance? Qu'est-ce qui se joue pour moi, etc., etc. Et comme le disait Jean-François, ce qui est très important, c'est non pas de rejeter le fait que je ne fasse pas confiance, c'est de le comprendre, de l'accepter, commencer par l'accepter, et à partir de là, de voir ce qui peut être amélioré. Voilà. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est que les gens vivent le modèle. Si par exemple, on travaille sur se délier de l'autre, il y a un exercice qui est tout simple, c'est de mettre ses bras comme ça pour savoir ce qui est important pour soi. C'est-à-dire que les gens vont commencer à contacter la notion de limite. Ça, c'est moi, et ça, c'est l'important pour moi. Et on va aussi les faire travailler ça. Qu'est-ce qui n'est pas moi? Et qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne prends pas pour moi? Et rien que cet exercice-là, sur connaître mes limites, mes frontières, c'est-à-dire se délier finalement de l'autre, en me différenciant. Finalement, cet espace, c'est l'espace de ce qui est moi, ce qui est non moi. Eh bien, apprendre à sentir qu'est-ce que je chéris, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs, quelles sont les personnes importantes. Être clair sur ça et être qu'est-ce que je ne prends pas, qu'est-ce qui est non moi et qui est les projections des autres, leurs attentes, leur volonté sur moi, les histoires. Moi, par exemple, on m'a toujours traité de vilain petit canard dans ma famille. Il a fallu un moment où je fasse ce travail de c'est pas OK pour moi. Je me reconnais pas comme vilain petit canard. Je suis pas celui qui inquiète tout le monde tout le temps parce qu'il fait des trucs qui sont toujours un peu barrés. Non, j'ai aussi trouvé ce qui est de l'ordre de non, ça n'est pas moi. Et ça n'a pas besoin d'être des frontières qui font comme ça. Ça n'a pas besoin d'être des frontières qui font comme ça. C'est trouver cet espace où voilà, je peux être moi. Les autres ont leurs attentes, leur regard sur moi, leurs expériences. Et en même temps, je reste respectueux de ce qui est mon jardin secret. Et donc, l'approche somatique, l'approche par le corps, permet vraiment aux personnes qui vivent le chemin MeToo de réaliser que c'est pas théorique. C'est d'abord une expérience vécue. Et ensuite, OK, s'il y a des choses auxquelles j'ai envie de mettre à l'extérieur de moi, parce qu'il y a des choses qui sont là, qui viennent des autres, est-ce que je peux les prendre et les mettre là? Et concrètement, ça voudrait dire quoi dans ma vie? Ça voudrait dire quoi? Voilà. Donc, par le corps, on arrive à faire passer les messages, comme la confiance, par exemple, dans se relier à l'autre, se lier à l'autre, la capacité à faire confiance, à pouvoir s'appuyer en confiance. Ça aussi, c'est une expérience. Mais tout est un chemin d'éducation. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la conséquence de ce que l'on est aujourd'hui, au-delà, sans rentrer dans des théories transgénérationnelles ou autres, mais la conséquence, c'est notre éducation. Oui. C'est-à-dire les fondamentaux qu'on nous a inculqués depuis tout petit, qui font qu'aujourd'hui, on s'est construit de cette manière-là. Et donc, il faut déconstruire ces schémas-là. Et c'est ça le travail que vous mettez en place. Parce que là, dans ce qu'explique Jean-François, déjà le fait de passer par le somatique, la prise de conscience, elle est dans les cellules, dans les muscles, elle n'est pas que dans la tête. Et ça fait déjà une grande différence. Ensuite, effectivement, il y a un diagnostic, un profil qui est en ligne, qui est là plus cerveau gauche. Il y a des graphiques, tout ça. Voilà, on passe vraiment par les deux dimensions, on va dire. Et à partir de là, eh bien, alors il y a la PNL, par exemple, la programmation neurolinguistique, qui explique, explicite et fait vivre clairement comment nous avons construit notre réalité. Donc, toutes ces prises de conscience que j'ai dans mes muscles, que j'ai par le profil en ligne, eh bien, ensuite, il est assez facile de le relier à des modèles et de passer par des exercices qui font que nous allons élargir le champ des possibles. Puisque j'ai cru jusqu'à présent que, je sais pas, que 2 plus 2 égale 4, peut-être qu'effectivement, qu'il y a des modèles où 2 plus 2 égale 5. Je ne pense pas que ce soit un bon exemple, ça. Mais, oui, c'est possible. On voit très bien. En tout cas, voilà. Bien sûr. Ouais. Est-ce que c'est long, cet accompagnement? Il est spécifique en fonction de l'individu ou est-ce que il est théorique en fonction et pratique en fonction de ce que vous avez décidé? C'est à la fois, on est dans un chemin qui a débuté bien avant que les gens viennent nous voir et un chemin qui continuera bien après.
MeToo, oui, c'est juste mettre le focus, avoir un miroir pendant un temps donné sur des dimensions qui méritent notre attention. Il faut y être prêt à ça. Hein. Faut être prêt. Oui. Et c'est là où on revient sur cette question du pourquoi. Est-ce que mon pourquoi est suffisant pour oser déconstruire ce que j'ai construit? Parce que finalement, au moment où ça va devenir difficile, si mon pourquoi est pas assez solide, je vais revenir en arrière. C'est pour ça qu'avant d'aller vers les outils, vers les manières de faire, on s'interroge, on passe un long moment sur savoir, mais c'est l'intention à travers ce travail, c'est quoi? Est-ce que ça vaut la peine? Et quand ça deviendra difficile, parce qu'il y a un moment donné, il faudra aussi lâcher des choses, c'est pas toujours facile, et donc, est-ce que ça vaudra la peine de l'autre côté d'avoir fait le chemin? Et donc, s'interroger là-dessus, c'est aussi être conscient de l'énergie qu'on a envie d'y mettre. Et pas avoir des attentes de gravir le mont Everest si je suis juste prêt à monter le Mont Blanc. Et ça fait partie du cadrage du travail au départ. Et je dirais pour ma part qu'en fait, les personnes qui en viennent à ce modèle ou à n'importe quel modèle et qui se sentent aspirées par ces champs-là, c'est parce qu'elles sont prêtes à ça. C'est parce que quelque part, tout ce qu'elles ont pu explorer par ailleurs ne leur suffit plus, qu'elles en sont déjà là. Quand nous nous sommes rencontrés avec Jean-François, par exemple, moi j'avais plutôt tendance... Alors, il y a plein d'émergences, plein d'idées, on fait plein de choses ensemble. J'ai trouvé ça passionnant. Et puis, toutes ces prises de conscience, puisque c'est aussi de la modélisation de personnes, d'équipes, etc. Mais c'est vrai que j'avais tendance à me sentir peut-être blessée ou trop remise en question à certains moments, et je me rétractais parce que c'était peut-être trop difficile. Mais pour autant, je sentais la bienveillance chez Jean-François. Donc, quelque part, c'est ça qui m'a fait me dire, OK, c'est pas OK là, tu peux pas continuer à réagir comme ça alors que y a un champ des possibles qui est tellement magnifique. Et du coup, la confiance que j'ai senti pouvoir faire à Jean-François m'a poussée à rester de plus en plus dans des zones qui n'étaient peut-être pas très confortables pour moi, mais qui nous ont emmenés à de plus en plus d'émergence, etc., etc. Jean-François a fait le même travail sur d'autres aspects, mais c'est un travail qui n'était pas un travail puisque c'est le contenant, ce sont nos valeurs, c'est ce qu'on ressentait chez l'autre qui nous a permis comme ça d'avancer et petit à petit d'avoir des émergences et des réalisations qui nous comblent en fait de plus en plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, X années après, moi pour ma part en tout cas, je constate le chemin parcouru. Même savoir dire non par exemple, pas maintenant, plus tard où je ne suis pas d'accord, mais de façon aussi à prendre soin de la relation et pas uniquement en me sentant blessée et me rétracter. Donc, on a vraiment aussi expérimenté nous-mêmes et puis on a vu des particuliers ou des équipes le faire. C'est un chemin qui, par la pratique, permet vraiment de réaliser des choses qui nous tiennent à cœur, qui tiennent à cœur. Et derrière ça, l'enjeu, c'est la pratique. C'est-à-dire, c'est pas vous faites 2 jours et c'est le stage ultime où vous auriez tout compris. Oui, bien sûr. Moi, je viens du milieu des arts martiaux. On vient toutes les semaines, on s'entraîne 2 heures, 4 heures parfois. Et l'avantage de ces modèles-là, c'est qu'on les entraîne tous les jours. On est en relation tous les jours. Le lien se pratique tous les jours. On a tous une relation à notre téléphone, par exemple. Et certains ont des relations d'addiction avec leur téléphone. D'autres ont une relation beaucoup plus disciplinée. Notre animal, notre conjoint, notre famille, tout ça est entraînement. Et dans le dojo où j'étais, il y avait une phrase au-dessus de la porte qui disait « Chaque occasion est la meilleure des occasions ». Et donc, je peux m'entraîner à l'intelligence du lien à chaque instant. Parce que le fait que hier, lorsque je suis sorti du train, il y ait 20 minutes pour sortir de la gare, j'ai une relation à cet événement. J'ai une relation avec la SNCF. Il y a quelque chose qui se joue pour moi. Et donc, c'est aussi l'opportunité d'entrer en relation avec cette partie de moi qui est activée par ça. Et qu'est-ce qui se joue et comment j'entre en relation. Mais du coup, comme maintenant, c'est un automatisme que vous avez aujourd'hui, j'imagine. C'est-à-dire que dès que vous vous retrouvez confronté à une situation, vous avez des automatismes que, évidemment, vous enseignez maintenant. Donc, autant vous dire que vous les avez, vous, comme acquis. Même si le travail est en permanence et quotidien, évidemment, et c'est le travail d'une vie, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que dès que vous ressentez quelque chose, vous avez le réflexe de l'analyse.
De pourquoi est-ce que je ressens ça? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que mon corps veut me dire? Ou qu'est-ce que c'est... Vous avez ce réflexe-là? Non, parce que là, pour le coup, ce que vous décrivez, c'est l'analyse. Avant l'analyse, il y a ressentir. Qu'est-ce qui est là? C'est je sens, tiens, je suis conscient que c'est serré dans mon ventre. Il n'y a pas d'analyse. Ok, il n'y a pas d'analyse. Je suis conscient que ma gorge est serrée. Je suis conscient que je fronce les sourcils. C'est un peu ces proverbes chinois qui disent « rien ne sert de courir ». Non, non, ça sert à rien. Et ben là, c'est pareil, c'est d'une simplicité déconcertante, être conscient de ce qui est tel que c'est. Je sens que ben voilà, j'ai les fesses serrées, je sens que j'ai mes épaules qui montent. C'est être conscient de ça. Et puis ensuite, deuxième étage, je sens que quand j'ai les fesses serrées, mes épaules qui montent et que j'ai cette contraction ici et je commence à serrer les mâchoires, chez moi, c'est souvent l'indicateur de la colère. Ok, est-ce que je la ressens ailleurs? Et puis là, on va pouvoir monter dans le mental de qu'est-ce que je me dis qui me met en colère, qui crée ces sensations chez moi. On est obligé de passer par ces étapes-là? On ne peut pas passer du ressenti à l'analyse directement pour savoir qu'est-ce qui... Alors, c'est de plus en plus automatique, entre guillemets, mais ça dépend aussi du contexte et de dans quel état on est. Bien sûr. Si je manque de sommeil, si j'ai passé une journée où il y avait plein de choses à faire, certaines difficiles, s'il y a de la foule et tout ça, bien sûr que je vais partir en crash à certains moments, que ça va être compliqué. Mais vous savez, c'est comme les bons communicants, on sait comment ça marche, la communication, et quand on en a envie, on choisit le moment, etc., etc. Et puis, il y a des moments où on n'est pas en état de vraiment choisir le bon mot, le bon moment. Donc, on va dire qu'il y aura beaucoup moins de crash, on va traverser plus rapidement. De temps en temps, on peut se dire tous les deux, tu sens le crash qui vient là? Donc, et d'ailleurs, à ces moments-là, on dit, on raccroche, sur Zoom par exemple, on raccroche, on se rappelle dans 5 minutes. Voilà. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on décide de faire pendant ces 5 minutes? Tandis que quelques années en arrière, on pouvait partir en crash pendant plusieurs jours et puis... Mais voilà. Mais oui. C'est vraiment ça. Et quand j'écoutais Jean-François, ça a émergé aujourd'hui, c'est pas un hasard. On travaille sur la thématique de l'intelligence collective. Ça a été, et c'est pour moi en tout cas toujours une espèce de Graal, comme une utopie. Si on travaille, si on accompagne les collectifs pour fonctionner en intelligence collective, tout va être pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais c'est pas vrai. Il y a des capacités individuelles à développer. C'est là où on s'est interrogé, que ce soit entre nous deux, au sein d'équipes auxquelles on appartient, ou des collectifs auxquels on appartient. On se dit, mais enfin, pourquoi est-ce que là, ça marche super bien? Et qu'est-ce qui se passe là? Ben, c'est ça qui a émergé. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent à poser ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent, en étant prévenantes envers les autres, et puis d'autres, pas du tout, c'est je te dis un truc et je m'occupe même pas de comment tu le reçois. Et ça nous paraît tellement important par rapport à la société à l'heure actuelle, par rapport aux actualités, par rapport à tous ces cataclysmes. Mais si on ne prend pas soin de la relation, du lien que nous avons tous en tant qu'êtres humains les uns envers les autres, ou au niveau de l'écologie, du développement durable, c'est bien beau d'avoir des grands principes. Mais si nous ne savons pas les appliquer entre nous, avec les personnes que nous aimons le plus, mais... je sais pas, qu'est-ce que ça va devenir, quoi. C'est ça qui nous a amenés là. C'est là où cette notion de discipline, elle est importante, je trouve. Parce que c'est vrai que quand on, tu as raison de le dire, quand on est sous le coup d'une émotion importante, c'est rare ou difficile de se dire, attends, il faut que je revienne au calme, il faut que je me pose. J'ai tendance à y aller encore plus et faire plus de la même chose. On surenchérit. Voilà, on surenchérit, exactement. C'est vrai. Et c'est vrai que ça devient une discipline et parfois, on n'est pas au même niveau de crash et c'est l'un qui va prendre le relais pour l'autre en disant attends, là il faut vraiment qu'on raccroche, on se rappelle dans 5 minutes, on se pose et on revient différemment. Rien que le fait de dire ça déjà, c'est énorme. C'est déjà mais c'est parce que elle... faut être en capacité de pouvoir le dire ça. Et de l'accepter, hein, parce que moi je préfère en parler tout de suite, mais c'est Jean-François qui préfère en parler. Écoute, on se rappelle dans 5 minutes. Non, tout de suite, moi je vais en parler tout de suite. Je suis d'accord. Et donc c'est là où, moi par exemple, je peux être à 10, elle n'est qu'à 7. Et c'est elle qui va à ce moment-là prendre le relais pour nous ramener dans un espace où finalement on n'est pas dans... on a l'impression qu'on communique, mais on est juste dans ce défoulé, quoi. Et on va avoir l'impression de marquer des points parce qu'on veut avoir raison et qu'en même temps,
bah on porte atteinte à la relation et au lien. Et donc c'est là la question de se relier à plus grand que soi. Elisabeth et moi, on est un couple à la maison, on est un couple au travail. La question toujours, c'est qu'est-ce qui est plus grand que nous et auquel on est au service. Donc quand on communique l'un avec l'autre, est-ce que là on est au service de ce pourquoi on est ensemble? Est-ce que là on est au service de ce pourquoi, ce qu'on veut vraiment faire? À chaque fois, il vous fait le coup comme ça? Dès qu'il y a une situation, un questionnement ou quelque chose, il vous pose ce genre de questions? Bah, la plupart du temps, c'est dans notre flow, on va dire. Ouais, mais il y a, quand vraiment il y a un crash qui se produit, et c'est bien souvent parce qu'on est dans un contexte différent, l'un de nous est plus fatigué ou a une journée plus difficile, etc. Eh bien, ou Jean-François ou moi, celui qui est moins fatigué, si lui ou moi avons la capacité, la présence d'esprit de réagir comme ça, bah de suite, ça apaise le système et ok, mais tu as raison et on va revenir à l'essentiel. Ça marche, hein, parfois. Non, mais c'est vrai, je veux dire pas. Ben, en fait, c'est pas compliqué. Oui, ça marche. Ah ben, c'est éprouvé, sinon on n'oserait pas en parler comme ça. En fait, ça fait tellement mal quand on n'est pas aligné, quand on n'est pas dans cette honnêteté vis-à-à-vis de nous-mêmes, que c'est ça qui nous éduque. Moi, j'en suis persuadée. Hein, c'est ça qui nous éduque pour atteindre cette capacité de dire, écoute, stop, là, on va juste prendre quelques secondes ou quelques minutes, on va revenir à l'essentiel. Là, ça part du cœur. Et on va se parler à partir de là, à partir de notre alignement. Donc, bien sûr, il y a le cognitif, il y a le somatique, il y a tout ça. Mais où est la parole juste? Et moi, j'ai la croyance qu'à ce stade de développement de l'humanité, où on va quand même vers une notion d'amour inconditionnel, eh bien ça, grandir en conscience comme ça, bah c'est pour ça que ça fait tellement mal si on ne le respecte pas. C'est-à-dire... on parle souvent l'image du collectif, c'est 1 + 1 = 3 quand c'est vraiment épanouissant. Pour que le 3 existe, il faut que le 1 existe. Mais pour que le 3 existe, il faut que le 1 existe aussi dans une relation bienveillante avec l'autre, avec les autres, etc. Donc voilà, oui, quand il y en a un de nous deux qui est encore assez en énergie pour rattraper le champ, la relation, ça marche. Quand on est tous les deux à plat, ok, on va prendre quelques heures. Et c'est pareil dans les équipes ou dans les groupes. Jean-François va retourner sur le tatami, il va se défiler un peu, et puis après il revient. Non, mais c'est très important ce qu'on est en train de dire, parce que quels sont les espaces qu'on se donne pour réfléchir et arrêter de faire pour réfléchir et être sur ce qui se passe dans nos vies. Alors, je ne veux pas faire le psycho de bas étage, mais j'ai l'impression que c'est plus Jean-François qui est dans ce mode de réflexion quand moi, je suis dans le ressenti. J'ai l'impression. Hein. Oui. Mais c'est là aussi où, dans les collectifs, reconnaître où est notre force, où est notre place. Bien sûr. Donc, et j'adore ça aussi parce que c'est régulièrement lui qui verbalise qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inconscient et qui est en train de devenir conscient. Et là où moi, en fait, je suis connectée à ça, mais sans en avoir conscience. Et c'est à partir de là que les émergences ensuite se produisent et qu'on avance, que ce soit dans nos accompagnements, dans nos écrits, dans toute notre histoire, de toute façon. Donc, chemin de conscience, évidemment, avec cet accompagnement, l'intelligence du lien, que vous avez appelé le me-to-we, du jeu vers nous. C'est ça. C'est ça, précisément. Il y a ces ouvrages? Alors, il y a l'ouvrage Me-to-We, l'intelligence du lien, qui sort au mois de novembre, qui est sur la page de droite, en fait, le modèle derrière ça, qui fait partie du livre. C'est un ouvrage qu'on a eu beaucoup de plaisir à écrire parce que c'était une façon pour nous d'accoucher de ce qui se trame pour nous à notre petite échelle et qui, à notre sens, est appelé aujourd'hui à devenir conscient. Et avec la fameuse préface de la personne dont vous parliez tout à l'heure. De Robert Dills et de son épouse, qui nous ont fait l'honneur, la joie d'oser et de partager avec nous l'aventure Me-to-We. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors?
On n'a pas l'impression que dans le couple, il y a beaucoup de clash, pour le coup, alors. Si, ça crache quand même un peu. Si, pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup, mais on en a. C'est un chemin de conscience. Ben oui, voilà. Voilà. Mais, enfin, c'est quoi? C'est, je sais pas, 1%, 10%. Enfin, c'est pas la même. Franchement, c'est un chemin exigeant que je remplis. Enfin, je suis sur ce chemin avec joie. Mais oui, c'est exigeant. Et en même temps, je pourrais pas être ailleurs, je pourrais pas faire autrement. Je sais pas toi. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est magnifique. On va mettre évidemment les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Elisabeth et Jean-François autour de cette vidéo. Bien entendu, les sites internet, les réseaux sociaux, les sessions. Comment ça se met en pratique tout ça lorsque vous décidez de mettre en place des... C'est des stages de 2 jours où les gens vont vivre les 4 dimensions du modèle. Ouais. Pour, encore une fois, avoir un miroir. Comment je me relie, comment je me lie, comment je me délie, comment je me relie à plus grand que moi, avec l'intelligence du corps. Et pendant ces 2 jours, c'est très expérientiel pour faire miroir, justement. Et ensuite, on accompagne individuellement. Avec beaucoup de joie, ça, il faut le dire aussi. Et on a aussi une session particulière pour les couples. Voilà, si certains couples sont intéressés par la relation qui se joue... Que de couples doivent se séparer alors que on pourrait sans doute faire autrement. C'est vrai, hein. Ouais. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un couple qui se sépare en se disant « je t'aime ». Ah, mais... C'est dur, ça. C'est dur. Et en même temps, c'est une belle... Je te quitte parce que je t'aime. Je te quitte parce que je t'aime. Ça prouve bien que cet effet miroir que vous mettez en place pourrait éviter cette séparation, puisqu'ils s'aiment. Ou provoquer. Mais dans un contexte où on peut se le dire. Oui, c'est ça. Il y a de l'espace. Parce que je me suis relié à moi. Dans la façon dont on se relie tous les deux, il vaut mieux se délier l'un de l'autre. C'est ça. Parce que cela implique que les deux soient engagés de la même façon, là où un pourrait dire non, moi là, je ne peux pas aller au-delà. J'arrête là. C'est aussi ma limite. Oui, c'est aussi ma limite. C'est aussi ma limite. Absolument. Mais au moins, parce que l'inverse est vrai. Combien restent et n'osent pas partir. Et n'osent pas partir. Voilà. C'est vrai aussi. Voilà. C'est passionnant. Merci infiniment, Elisabeth, Jean-François. Merci beaucoup. À vous. N'hésitez pas à commenter, je sais que ça va l'être. Partager aussi, commentez toujours avec bienveillance, bien entendu. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, je vous pose des questions. Sinon, je pose des questions ou je vous envoie un effet miroir. Alors attention, là, qu'on rigole pas avec ça. Et puis, voilà, tous les liens en dessous de cette vidéo. Et prenez contact avec Elisabeth et Jean-François. Et si vous avez la chance d'être en présentiel, vous le faites près de chez vous? De partout, pas près de chez nous, et puis on se déplace. Très bien, merci infiniment à tous les deux. Merci à vous. Merci. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine rencontre. Salut.